Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Simon Renaud, bien sûr, pour l'invitation, de même que Barbara de Nice. J'aurais préféré être à Amiens, une école que j'apprécie beaucoup. J'ai été venu il y a quelques années dans un colloque organisé par Mark Webster autour des logiciels libres. Et donc, je suis ravi de pouvoir être à nouveau invité par Amiens. Alors, qui suis-je? Je suis Anthony Mazur, responsable de la recherche à la Haute École d'Art et de Design de Genève depuis septembre 2019. Et avant cela, j'étais maître de conférence en design à l'université Toulouse Jean Jaurès. Mon intervention d'aujourd'hui s'appelle Automatisation ou mécanisation, le design à l'ère des intelligences simulées. Et donc l'enjeu pour moi, ce sera de discuter des relations entre design et IA, un terme qu'on pourra également discuter, hein, c'est pas innocent que je ne l'ai pas retenu dans mon titre. Mais avant cela, je voulais me présenter rapidement, puis on rentrera dans les propos. Donc ici, voilà une vue, si vous ne connaissez pas, de l'école où j'enseigne, un nouveau campus qui date de 2017. Et du coup, dans cette école, je coordonne tous les projets, que ce soit en art visuel ou en design. Vous avez la liste de tous les projets sur le site web de l'école, également des publications. J'ai rédigé un petit essai en 2017 paru aux éditions B42 sur les relations entre design et sciences sociales. Voilà, je passe et je voulais quand même mentionner cette publication toute récente d'une revue de recherche dont je m'occupe avec deux collègues, Elise Gay et Kevin Dono, qui s'appelle Back Office, qui vient de paraître en avril 2021, qui est une revue bilingue multi-support qui traite des relations entre le design graphique et les pratiques numériques. Et donc le quatrième numéro, intitulé Suivre le mouvement, vient d'être publié et traite du design graphique animé. Au niveau de mes thématiques de recherche personnelles, ici j'en ai listé quatre, enfin les quatre qui m'occupent actuellement. La première traite des formes et des formats de la recherche pour la création, autrement dit, en quoi l'art et le design pourraient repenser des formats autres que ceux de la conférence ou des articles. Un autre sujet qui est d'ailleurs connexe traite de l'open access pour la recherche-création. Donc l'open access, c'est la gratuité d'accès aux résultats de la recherche. Par exemple, éviter de devoir payer 30 € pour consulter un PDF d'un article de recherche. Mais pour la recherche-création, c'est pas évident parce que la recherche peut prendre bien d'autres formes. Ça peut être des prototypes, de l'exposition, des sites web ou que sais-je. Et donc, la question de l'open access ne peut pas se réduire à uniquement des articles ou des conférences. Troisième sujet sur lequel je travaille depuis 2017, mais qui est revenu d'actualité très récemment, ce sont les technologies blockchain. Donc, vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin, qui est l'application la plus connue, hein, qui est un actif ou une sorte de monnaie numérique. Mais la blockchain peut servir à bien d'autres choses, et notamment à certifier des éléments numériques. Donc vous avez peut-être entendu parler des NFT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui. Mais pour le dire en une phrase, ça permet d'authentifier des créations numériques. Et donc il y a beaucoup d'artistes, là très récemment, depuis 2-3 mois, qui se sont intéressés à ça, alors même si c'est bien plus ancien comme technologie. Et donc ça crée un certain nombre d'enjeux, notamment de pollution ou de changement par rapport au marché de l'art. C'est des choses qui m'intéressent. Et donc la quatrième thématique, qui est celle dont je vais traiter avec vous, traite des relations entre design et intelligence artificielle. Je pense que c'est pour cela que Simon m'a invité aujourd'hui. Donc notamment, j'ai publié un article fin 2019 qui traitait de ces enjeux sous l'optique des boîtes noires, donc de la compréhension de ces technologies. J'y reviendrai rapidement aujourd'hui, mais ce sera juste un petit bout de ma conférence. Je vais plutôt me focaliser aujourd'hui sur vraiment l'intérêt pour les artistes et designers, et même plutôt les designers, à savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de ces intelligences en termes créatifs. C'est ça qui va m'intéresser. Donc on va maintenant rentrer, après cette petite présentation personnelle, dans le vif du propos et s'intéresser au deep learning. Alors, qu'est-ce que c'est le deep learning? Parce que les intelligences artificielles sont très anciennes. C'est, on peut dire, un champ ou un ensemble de procédures, de protocoles et de technologies assez complexes et qui regroupent beaucoup de choses différentes qu'on peut dater, pour faire simple, de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment le mathématicien Alan Turing, qui a inventé l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui s'est intéressé
dans un article précurseur, à la possibilité pour une machine de reproduire ou de simuler un cerveau humain. Et donc c'est notamment pour cette raison que j'ai intitulé ma conférence le design à l'ère des intelligences simulées, pour éviter le mot artificiel qui me semble un peu trop chargé de fantasmes technologiques et pas très précis conceptuellement. Donc pour arriver à ça, il y a tout un tas de technologies possibles. Je ne peux pas rentrer dans les détails, peut-être que d'autres intervenantes le feront, mais je vais me focaliser sur les technologies les plus connues et les plus répandues aujourd'hui, à savoir celle du deep learning, en français apprentissage profond ou réseau de neurones, qui date d'environ 2006. Enfin, c'est une technologie plus ancienne, mais qui a vraiment émergé dans les années 2006 et qui est vraiment aujourd'hui la technologie dominante, celle qu'on trouve partout dans notre quotidien. Donc je vais laisser de côté toutes les autres formes d'IA pour l'instant et me focaliser là-dessus. Alors le deep learning, on va voir ce que c'est et comment ça marche. Donc voilà, ici quelques slides sur le fonctionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un paradigme totalement différent des programmes informatiques tels qu'on les connaît habituellement. Donc un programme informatique, on pourrait dire très basiquement, c'est un ensemble de règles qu'on va appliquer à différents contextes. Donc on va écrire des règles et après ces règles vont s'appliquer. Donc un exemple très connu, c'est celui qui est ici montré à l'écran. Donc le champion du monde russe d'échecs, Garry Kasparov, se fait battre en 1997 par un programme développé par IBM qui s'appelle Deep Blue, qui va calculer tous les coups possibles et donc battre le champion d'échecs. Donc ici, on est bien dans un cas de programmation traditionnelle qui certes imite l'esprit humain, mais qui fonctionne avec plein de règles que les gens écrivent. Donc le cavalier peut se déplacer de telle case, le fou, la reine, etc. Et avec beaucoup de calculs, on peut mettre en échec des agents humains. En 2017, on trouve une scène a priori similaire dans sa mise en scène. Donc le champion, cette fois coréen, Lee Sedol, se fait battre par un programme développé par Google qui s'appelle DeepMind AlphaGo, au jeu de Go, donc le jeu de dames asiatique. Mais cette fois, c'est plus du tout la même technologie. C'est plus... pourquoi c'est pas possible? Parce que le Go a, vous le voyez à l'écran, beaucoup plus de pions que les échecs. Et donc, à vrai dire, c'est en tout cas aujourd'hui impossible de calculer tous les coups possibles d'un jeu de Go. Ça demande beaucoup trop de puissance. Et donc le jeu DeepMind a été développé avec une autre technologie qui s'appelle du coup le Deep Learning, qui va permettre par essai-erreur en quelque sorte d'élaborer une stratégie se rapprochant d'un raisonnement d'un être humain, et non pas quelque chose de totalement hégémonique qui va calculer tous les coups et choisir les meilleurs. L'être humain, quand il joue au Go, et même aux échecs, il ne calcule pas tous les coups. Il va calculer des faisceaux de probabilités et des stratégies. Et donc cette procédure a permis à Google de surmonter la simulation du jeu de Go par une machine électronique. Alors, peut-être c'est encore confus, j'espère que ça le sera moins après ces prochaines slides. Concrètement, comment ça marche le deep learning? Donc on va laisser de côté les jeux d'échecs et les jeux de Go. On va s'intéresser à la reconnaissance d'images, qui est sans doute l'application principale du deep learning. Donc imaginons qu'on va reconnaître dans des photos si on a affaire à des chiens, des chats ou autres animaux. Comment va fonctionner le deep learning? Eh bien, on va lui présenter deux jeux de données. On va lui présenter des photos complètement en vrac, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a des animaux, mais elles n'ont pas été identifiées. Donc l'objectif, ça va être que le programme reconnaisse si ces images contiennent tel ou tel animal. Et on va lui présenter un autre jeu de données, donc d'autres photos, où cette fois des agents humains ont identifié si oui il y a un chat, un chien, les deux ou aucun des deux. Et donc l'enjeu, ça va être que la machine élabore elle-même un programme qui va permettre d'identifier si oui ou non il y a tel ou tel animal. Donc j'insiste par elle-même. Donc contrairement à la programmation traditionnelle, ce n'est pas l'être humain qui va dire s'il y a une patte, c'est un chien ou que sais-je. C'est la machine qui va elle-même trouver ses propres règles, écrire ses propres règles pour arriver au résultat souhaité, en comparant du coup un jeu de données brut et un jeu de données étiqueté. Comment ça marche? Eh bien, du coup, la machine va segmenter l'image, la vectoriser. Donc, elle va par exemple identifier si déjà il y a une masse qui ressort. Est-ce qu'on a une espèce de contour global qui ressemble à une chose? Si oui, après, est-ce qu'il y a un œil ou plusieurs yeux?
Donc elle va elle-même élaborer une série d'éléments, d'items, donc de couches d'items, donc de règles. Donc règle 1, par exemple, un contour, règle 2, un œil, règle 3, une patte. J'insiste, ce n'est pas l'être humain qui choisit ces items, c'est la machine qui va les élaborer elle-même. Et ensuite, en additionnant toutes ces couches, là on les voit verticalement, sous forme de rangée verticale, la machine va parvenir à du coup identifier si oui ou non on est en présence, par exemple, d'un chat. Et donc plus il y a de couches, plus ces couches sont profondes, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage profond, plus la précision va être importante. Et donc, du coup, c'est des programmes qui fonctionnent très bien. On parle d'apprentissage, par exemple, dans le cas que je vous décris, semi-supervisé, parce que du coup, on va fournir à la machine des jeux de données étiquetés qu'elle va comparer. Mais tout l'enjeu, c'est de tendre vers moins de supervision et que la machine soit la plus autonome possible dans les tâches qu'elle va effectuer. Je vous montre ici un autre exemple pour du coup de la reconnaissance faciale, ce qui pose tout un tas de questions politiques et sociales que je vais laisser de côté pour l'instant. Donc ici, la machine, on voit qu'elle découpe l'image là en grande masse, ensuite elle va regarder s'il y a des yeux, des oreilles, etc. Et du coup, après, on fait passer ça dans cette moulinette de neurones informatiques, et du coup, le résultat souhaité arrive. Voilà, encore une autre image, où on voit du coup ce jeu de couches, d'essai-erreur, et donc de comparaison entre des données triées et des données non triées. Voilà, dernier exemple. Ici, on veut identifier des animaux en mouvement, donc on voit que la machine vectorise du coup des silhouettes et du coup va les comparer pour trouver s'il s'agit bien d'un éléphant, d'un cheval ou que sais-je. Donc il y a bien une décomposition des images en des éléments beaucoup plus petits. Donc on parle de vectorisation. Donc ce que la machine va faire, c'est qu'elle va décomposer l'image en des coordonnées géométriques et comparer ces coordonnées à des données triées pour du coup les aligner ou les différencier. Alors à quoi ça sert le deep learning? On verra après pour la création. Ça a beaucoup d'applications. Donc là j'ai évoqué avec vous la reconnaissance d'images, mais c'est également utilisé dans les transports pour calculer des horaires ou des embouteillages par exemple. Également utilisé dans votre boîte mail pour la gestion du spam, pour reconnaître si un message est indésirable ou non. On peut élaborer des patterns, donc des motifs qui vont identifier cela. Également dans la finance, bien entendu. Donc dans tout un tas de champs comme ça, ou dans les voitures dites autonomes, type Tesla, c'est également utilisé. Donc il y en a à peu près partout sans qu'on sache exactement où il y en a, mais ça se répand beaucoup dans les objets du quotidien. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant le deep learning. Vous pourrez chercher en ligne d'autres ressources ou également dans mes slides, les liens seront consultables. On va voir maintenant, après cette courte introduction technique, comment les technologies de la création investissent ces technologies du deep learning. Alors, avant cela, j'aimerais faire un parallèle avec l'académisme. On va maintenant remonter bien en arrière que les années 2000 pour, du coup, analyser ce type d'objet. Donc là, par exemple, dans le champ de l'art, on a un exemple très connu, créé par Microsoft en 2018, The Next Rembrandt. Je ne vais pas projeter la vidéo, vous pourrez aller voir par vous-même, qui, du coup, Microsoft a fait une sorte de démo technique qui consistait à élaborer un nouveau tableau de Rembrandt, comme si Rembrandt était encore vivant parmi nous et qu'il faisait un millième tableau. Et donc la machine, à partir de tous les anciens Rembrandt, a élaboré dans le même style une image d'un tableau. Donc ça, c'est par exemple des choses qui ont été beaucoup médiatisées. Autre exemple, dans le même registre, ici un portrait élaboré en 2018, je crois que c'était par des artistes français, cette œuvre. On voit que la signature est d'ailleurs un bout de l'algorithme qui a servi à constituer l'œuvre. Donc ça a été conçu avec ce qu'on appelle du GAN art, voilà, donc c'est des réseaux de neurones qui vont comparer des styles du passé à des données présentes, pour du coup peindre dans le style d'eux, à la façon d'eux. Donc on voit que ça ressemble à une peinture classique. Et donc cette image de peinture, en fait c'est une impression, parce qu'évidemment il n'y a pas un pinceau qui touche une toile, même s'il y a un faux cadre, on voit que ça imite tous les codes de la peinture, mais c'est bien une image d'un tableau qui a été après imprimé sur toile. Ça a quand même été vendu 432 000 $ chez Christie's en 2018, ça avait fait toute la une des journaux, à savoir avec tous les débats, est-ce que une intelligence peut remplacer les artistes, etc., etc. Donc on va analyser ça ensemble. Et je vous montre un petit peu
du coup, où on en est aujourd'hui. Donc Microsoft, ce portrait vendu chez Christie's, et donc d'autres exemples similaires. Donc on voit qu'on peut imiter l'impressionnisme, le cubisme, voilà, un peu tous les mouvements canoniques de l'histoire de l'art. Ici, un exemple en 2017, un autre ici, voilà, avec des paysages à la façon d'eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je me suis interrogé. Comment on peut comprendre ça? Eh bien, mon hypothèse, c'est que l'histoire de l'art peut nous aider à comprendre cette façon de faire dominante des intelligences simulées ou du deep learning dans l'art, à savoir imiter les classiques, imiter le passé. Donc on a quand même pas mal de précédents là-dessus qui peuvent nous aider à comprendre ça, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et pour ça, je vous propose de nous intéresser à l'académisme, qui était un mouvement artistique très important au début dans les années 1850, 1880 environ, qui consistait à imiter les classiques de la peinture, des Grecs et des Romains, à revenir à l'âge d'or de l'art, hein, un peu comme une renaissance après la Renaissance. Et donc, ce qui est assez intriguant, c'est que c'est des peintures qui sont produites à la même époque que du coup les avant-gardes, comme le réalisme ou l'impressionnisme. Donc, on voit qu'il y a quand même un décalage très important. Et donc, voilà. Donc ici, je montre deux exemples. Peinture de Jean-Léon Géraud ou une autre de William Adolphe Bouguereau, La Vierge aux Anges, 1881. J'insiste sur la date. Alors, comment se qualifiait l'académisme? Il y avait tout un ensemble de règles qu'il fallait respecter et que je propose de mettre en rapport avec, du coup, ce deep learning appliqué à la création artistique. Donc, l'académisme se caractérisait par plusieurs procédures. Tout d'abord, la hiérarchie des genres. Hein, les thématiques reines étaient notamment les scènes classiques, les scènes religieuses, les scènes d'histoire, et le paysage était en dessous, et les scènes du quotidien tout en bas. Ensuite, la supériorité du dessin sur la couleur caractérisait également l'académisme. Le travail en atelier, ce n'était pas du tout des peintures comme l'impressionnisme faites à l'extérieur. L'imitation des classiques, ça c'est vraiment le plus important, on va imiter les choses du passé qui ont prouvé leur valeur. Et l'effacement de la touche, je vous remontre l'image, hein, on ne voit pas du tout la touche du pinceau, contrairement à l'impressionnisme, c'est de la peinture à l'huile parfaitement lisse, dans laquelle la touche disparaît. Donc tous ces ensembles de règles, on peut les mettre en rapport avec les IA du deep learning. Donc la hiérarchie des genres pourrait devenir le progrès technique comme idéal. La supériorité du dessin, c'est la vectorisation, on l'a vu avant avec les chatons. Du coup, on va réduire l'image à un ensemble de coordonnées. Le travail en atelier, c'est le travail de la machine. Au cloud computing, si la machine n'est pas chez vous, donc le travail, le calcul à l'intérieur des boîtes noires. L'imitation des classiques, ça c'est sans doute la chose la plus importante, le remix de jeux de données. On va baser un art sur l'art du passé, comme le fait l'académisme. Et l'effacement de la touche, c'est la haute résolution contemporaine, à savoir qu'on va considérer que l'art est d'une grande valeur s'il a plus de pixels, ce qui serait par ailleurs très contestable, mais c'est comme ça que c'est aujourd'hui vendu. Donc j'espère vous avoir convaincu avec mon rapprochement entre académisme et IA. Et je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois, on va quitter un petit peu les IA, on y reviendra après, avec la photographie. La photographie qui a connu à peu près la même histoire. Elle a apparu comme invention technique, comme imitation de la peinture. Quand la photographie apparaît, il ne s'agit pas du tout de faire quelque chose que la peinture ne peut pas faire, mais au contraire d'imiter le modèle pictural. Et finalement, la photographie comme art autonome ne va apparaître qu'une fois qu'elle se sera écartée de façon importante de ce modèle pictural. Ici, je montre un exemple de 1897, donc la reine d'Angleterre, la reine Victoria. Donc, on voit une photographie qui reprend les codes de la peinture, la personne est assise, une pose austère, on a une légende en dessous. Donc ça a un très grand succès à l'époque, donc des cartes à l'effigie de personnalité, et également des cartes de visite personnelles qui reprenaient, des cartes photographiques qui reprenaient les codes des portraits de la peinture à l'huile. Et donc il a fallu attendre plusieurs années d'autres artistes pour que la photographie fasse autre chose que ce que pouvait faire la peinture. Donc là, ce mouvement, on l'appelle le pictorialisme, l'imitation de la peinture pour la photographie. Et donc ça a notamment été mis en évidence par plusieurs auteurs, j'en cite deux, Walter Benjamin, le philosophe, et qui a repris le philosophe Pierre-Damien Huyghe, beaucoup plus proche de nous. Walter Benjamin, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, et Pierre-Damien Huyghe, donc c'est plutôt année 2005-2010 pour ses écrits.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup, l'histoire de l'art peut nous aider à prendre du recul sur les fantasmes contemporains liés au remplacement des artistes par des machines. Donc on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va se demander si on pourrait avoir une création automatisée avec ces intelligences. Et bien, me semble-t-il que c'est mal posé le problème que de se demander si la machine pourrait remplacer l'humain. C'est vraiment resté un débat finalement assez stérile et pas très intéressant. Moi, ce qui me préoccupe davantage, on l'a vu précédemment, c'est plutôt la notion de recouvrement, hein, plus que celle de remplacement, à savoir des machines que j'appelle mimétiques, ces machines du deep learning, des machines qui sont très très puissantes pour imiter, mais beaucoup moins puissantes pour inventer. Donc le danger, c'est davantage qu'on pourrait ne pas reconnaître ce qui serait produit ou non avec ces IA, parce que du coup, elles sont vraiment élaborées pour imiter les choses et non pas pour inventer de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je propose cette appellation de techniques sans forme, des techniques qui n'auraient que des formes du passé et qui n'auraient pas de nouvelles formes ou de formes spécifiques ou autonomes ou reconnaissables. Et d'ailleurs, ça se comprend dans la procédure technique même. En fait, les IA du deep learning ne voient pas des formes, mais voient des textures. Et c'est assez facile à duper. Donc, par exemple, si on prend une image de chat et qu'on applique une texture pictoriale ou que sais-je, le programme ne marche plus du tout, parce que du coup, il n'arrive pas à comprendre la forme. Donc, il y a plein de façons de duper les programmes de reconnaissance en mettant de la trame, du glitch ou des choses comme ça, qui font totalement bugger les algorithmes de reconnaissance, en tout cas à l'heure où je vous parle. Donc la notion de forme est vraiment très problématique pour ces programmes-là. Alors, on va voir quelques exemples maintenant qui vont se rapprocher davantage de ce qui vous préoccupe, j'imagine, dans vos activités. Donc Adobe, l'éditeur de logiciels, a depuis 2016 lancé une division qui s'appelle Sensei, ça veut dire maître en japonais, qui sont en fait des sortes de super filtres pour Photoshop, pour les programmes qu'ils éditent. Par exemple, on peut effacer un arbre d'un clic ou transformer un visage en autre chose, enlever des rides ou que sais-je. Donc c'est des espèces de filtres, comme vous les connaissez sur Photoshop, mais dopés avec du deep learning. Donc c'est des sortes de super filtres, ce qui n'a pas grand intérêt créatif à part du gain de temps et de la performance, pour le dire rapidement. Également The Grid, alors ça j'ai pas pu le tester parce que c'est malheureusement payant, et je crois même que d'ailleurs je crois pas que ça existe encore, mais la promesse à l'époque en 2016 c'était de créer des sites web de façon autonome. Donc vous disiez je crée un site web sur les voitures, et non seulement le programme va comparer plein de sites web qu'il a aspirés et vous créer un 101e site web de voitures en faisant une synthèse, mais il va également vous remplir les contenus, vous mettre des photos, du texte ou autre. Donc promesse de génération par magie de sites web. Voilà. Donc on pourrait se demander si ça ne pourrait pas remplacer les web designers. Spoiler, pas du tout. C'est très stéréotypé. Même promesse du côté de Wix. Peut-être vous connaissez cet éditeur de sites web, WIX. Pareil en 2016, Wix Artificial Design Intelligence, toujours des mots tape à l'œil pour du coup créer un site web automatiquement. Et voilà, ce qu'on se rend compte, vous regarderez les vidéos de démo chez vous, ça crée très vite des choses stéréotypées, tout simplement parce que ça repose sur de l'imitation. Donc ça va vous reproduire tout ce qui est à la mode, mais ça ne va pas vous inventer une interface très bien conçue, en tout cas spécifique. Même problématique dans la mode, tous les domaines de la création sont atteints. Ici Zalando qui a proposé le site web qui vend des vêtements et accessoires. En 2016, a mis à disposition un jeu de données, un dataset de 60 000 éléments graphiques. Donc vous voyez, il y a des t-shirts, des vestes, des chaussures, que sais-je, qui permettent après de générer des synthèses ou des nouveaux vêtements à partir de ça. Donc encore une fois, une synthèse de jeux de données existants, et après on les élargit, on en fait d'autres. Voilà, donc on peut classer et trier ces choses-là. Donc là, vous voyez, vous avez un peu la matière source pour créer d'autres vêtements. Nous allons d'autres avec Google depuis des années sur ce type de procédure. Alors dans la mode, ça marche assez bien parce que la mode, c'est une sorte de faux renouvellement. Vous connaissez bien ces tendances qui ressortent, le retour de XXX. Et donc finalement, avec de l'apprentissage automatique, on peut assez facilement générer des vêtements, des tendances et autres. Donc ça s'y prête assez bien. Mais ça s'y prête bien parce que la mode est déjà automatisée. Donc ça ne fait que révéler
une automatisation qui est déjà là en quelque sorte, enfin le prêt-à-porter en tout cas. Autre exemple encore, un petit peu différent, ici Autodesk, un éditeur plutôt pour l'architecture et le design d'objets, a mis à disposition un programme qui s'appelle NetFab en 2017. Ici, c'est plutôt de l'ingénierie, donc ça va calculer des structures, des tensions, des forces, et du coup vous dire votre chaise ou votre perceuse va être plus performante avec tel ou tel type de forme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pose d'autres questions que ce que j'ai montré avant, mais encore une fois, des formes pas très intéressantes esthétiquement et socialement. Donc maintenant vous avez compris que du coup la création automatisée c'est finalement de l'imitation de création existante et non pas de l'invention. On va s'intéresser au concept de mécanisation et d'automatisation. Est-ce que finalement ces IA sont mécaniques ou automatiques, ou ni l'une ni l'autre? Alors, il faut déjà définir les termes pour aller plus loin dans cette réflexion. La mécanisation, pour elle, ou industrialisation, c'est souvent confondu dans le vocabulaire courant, renvoie habituellement aux notions d'efficacité et de performance. Notamment, il y a un ouvrage de l'historien d'art et d'architecture Siegfried Guédion, un ouvrage très connu, La mécanisation au pouvoir, qui a été publié en 1948 et traduit en français bien plus tard, en 1990, dans lequel l'auteur étudie beaucoup de façons de mécaniser le travail humain. Donc, je montre la couverture française qui reprend le temps moderne de Charlie Chaplin, donc cette défiance vis-à-vis d'un progrès technique déshumanisant. Donc c'est toute l'histoire des révolutions industrielles. Donc dans la mécanisation au pouvoir, donc il va étudier par exemple l'agriculture, la nourriture, etc. Ce qui leur ressort en synthèse, du coup, plusieurs problèmes liés à cette mécanisation. Tout d'abord, la division du travail, donc l'ouvrier, les ouvrières perdent de vue complètement la vue globale du projet. Ils travaillent sur des petites tâches, ils vont visser un boulon, mais du coup, leur indépendance et leur esprit critique ne sont pas du tout mis à profit. Certes, la mécanisation entraîne des meilleures conditions de vie, donc notamment alimentaires, mais également des nouvelles dépendances à ce système de production et aux usines. Siegfried Guédion note, toujours en 1948, donc une incapacité à nous organiser et un risque de nouvelles barbaries liées à ces machines proliférantes. Également une méfiance vis-à-vis du progrès technique qui pourrait devenir une menace, et donc une nécessité de trouver un nouvel équilibre avec ces machines. On voit que ces questions sont évidemment encore d'actualité, plus de 70 ans après la parution de cet ouvrage. Et donc on peut se demander, quand même, vis-à-vis de ce constat, est-ce que les machines, la mécanisation, donc à savoir la production via des machines, est-ce que c'est synonyme? Est-ce que la mécanisation et l'industrie sont déjà des ensembles homogènes? Est-ce que vraiment ça tend dans une seule direction? Et est-ce qu'on pourrait travailler non pas pour des machines, à savoir être aliénés, devenir nous-mêmes des machines, mais travailler avec elles, comme des partenaires avec lesquels on pourrait jouer, et non pas qu'on subirait? Et donc, est-ce que les machines sont forcément à éliminer? Est-ce qu'elles sont forcément une menace? La réponse est non. Et la réponse est non. Elle est notamment développée par Pierre-Damien Huyghe, que je citais auparavant sur la photographie, à savoir que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un seul rapport aux machines qui sera un rapport de subordination ou de soumission, si vous voulez, mais on peut faire art, on peut créer des choses avec des machines. Et ça, il y a beaucoup d'exemples qui le montrent, et notamment dans l'art et le design. Ça fait l'objet d'un article que l'auteur a publié en 1999 qui s'appelle « Art et mécanique ». Vous aurez les liens dans mes slides. Mais donc voilà, Pierre-Damien Huyghe se base sur Walter Benjamin et l'histoire de la photographie et du cinéma que j'évoquais auparavant, en disant que c'est possible. S'il existe un art de la photographie, s'il existe des photographes ou des cinéastes qui travaillent avec des appareils photo ou des caméras, c'est donc qu'il est possible de faire avec les machines des choses qui ne sont pas uniquement de l'ordre de la mécanisation. Autrement dit, que l'industrialisation n'épuise pas tous les rapports possibles avec les machines. Donc voilà, c'est ce que j'ai surligné ici, citation. C'est le rapport de service de l'industrie à l'art qui fait l'objet de la critique de Walter Benjamin, et non pas l'industrie en tant que telle. Donc c'est quand on se met au service d'eux,
quand on sacrifie notre humanité ou la création au service de l'industrie que des problèmes se font jour. Et donc il ne s'agit pas d'avoir une approche mélancolique ou nostalgique, de dire on va éliminer les machines, on va revenir à un âge d'or qui n'arrivera jamais, ou qui peut-être même n'a jamais existé, mais il s'agit bien d'exister avec ces machines et de faire avec elles des choses intéressantes. Et donc voilà, Pierre Damavic nous dit que du coup il n'y a plus d'espace pour nous réfugier, il n'y a plus d'espace en dehors de ces machines, que du coup certes on peut essayer de se réfugier dans ce qu'il dit, des signes rassurants de présence, théâtre, peinture classique, etc. Comme si on pouvait faire art sans les machines, mais que finalement c'est assez vain, qu'on va tomber dans une approche mélancolique et nostalgique. Et me semble-t-il, si on replace cette citation dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, celui des IA, c'est vraiment fascinant, je trouve, parce que là, on est bien dans des signes rassurants de présence, la touche picturale, le rapport au tableau, le cadre doré, on est bien dans des signes rassurants de présence, mais finalement, on est sans doute dans quelque chose de mélancolique et d'assez vain, de chercher un espace de repli, un refuge, au lieu d'affronter les spécificités contemporaines des machines. Je reviens à Siegfried Guédion, ici, donc dans son ouvrage, Guédion consacre un chapitre très intéressant à la mécanisation de la viande, aux abattages des animaux, aux abattoirs. Donc ça c'est un chapitre du livre, qui fait l'objet d'un commentaire de Pierre Damavic, paru en 2013 dans la revue de design Azimut, où Pierre Damavic affronte les relations entre mécanisation et design, en tout cas discute ces deux termes. Y aurait-il une symétrie ou une adéquation entre ces deux mots? Selon lui, la réponse est non. Le design va au contraire montrer que d'autres attitudes que la mécanisation sont possibles. Et donc, ce que Huyghe montre, c'est qu'il n'existe pas uniquement une seule modalité d'abattoir, c'est ce que dit Guédion, mais plusieurs, et certains sont préférables et d'autres non. Et que donc, il existe bien différents rapports à la technique. Et donc, ce que critique Huyghe, c'est du coup l'industrialisation massive, en tout cas la mécanisation, qu'il rapproche de l'uniformisation. C'est ce qu'il dit, je vais lire la citation. Dans le monde de la mécanisation, qu'il s'agisse de travailler ou de seulement consommer, l'uniformisation du temps est une affaire. Ce monde de la mécanisation est celui de la constance des cadences, de l'égal, du répétitif. Ce qu'il produit de manière inédite, c'est l'uniformité. Ainsi, l'abondance de la société industrialisée est-elle en profondeur, et même si elle s'en défend, hantée par le risque de la monotonie. Je trouve ça magnifique. Donc ce risque de la monotonie, cette hantise de l'égal et de l'uniformité, qui me semble-t-il est au cœur des impasses du deep learning. À savoir que c'est ce que je propose d'appeler des machines mimétiques, qui, même si elles promettent de la création, de l'innovation, sont finalement hantées profondément par l'uniformité. Donc je continue avec Huyghe. Du coup, Huyghe va montrer que le design peut permettre de sortir de cette mécanisation, à savoir une acceptation déterminée des machines, mais particulière, une technicité qui ne se confond pas avec la mécanisation, et en substance, une disposition des techniques dans un milieu machinique. Donc autrement dit, une façon de disposer les techniques d'une façon singulière que ne permet pas la mécanisation. Et c'est ça qui, selon Huyghe, fonde la caractéristique historique du design, de refuser la mécanisation. Voilà, pour ça, il donne au début de son article une citation de l'architecte Frank Lloyd Wright, qui du coup se demande dans un texte de 1930, qui pourrait sembler très ancien, mais qui pourtant nous concerne vraiment aujourd'hui, à l'ère des IA. Donc White se demande comment obtenir de ces impressionnantes machines à artisans ce qu'elles peuvent faire de mieux et comment trouver les rythmes de la forme. Donc comment faire de ces machines ce qu'elles peuvent faire de mieux, donc autrement que de l'imitation, si je reprends mon fil conducteur, et comment trouver les rythmes de la forme, quelles sont les formes de ces machines, quelles formes peuvent créer ces machines. On a vu que la réponse n'était pas évidente, vu que les formes pour l'instant dominantes sont celles du passé, et même que les IA, à vrai dire, n'arrivent pas vraiment à reconnaître des formes, mais ne voient que des textures. Donc ces citations, je trouve, nous interrogent vraiment aujourd'hui.
Donc mécanisation ou automatisation, j'avance un peu plus vite. Donc on voit qu'on a une difficulté à travailler avec le mécanique sans la mécanisation. Ce qu'on appelle, ce qui s'appelait hier mécanisation, aujourd'hui s'appelle automatisation. Et qu'on a une difficulté, du coup, ce sera l'enjeu de ma conférence, une difficulté à penser le machinique sans l'automatisation. Et pourtant, les deux peuvent être dissociés. Donc la problématique que j'aimerais traiter dans la deuxième partie de mon intervention avec des exemples, je vois que le temps file, c'est-à-dire comment on peut travailler avec les machines du deep learning dans d'autres directions que l'automatisation et comment on peut échapper à l'uniformité caractéristique de l'automatisation. Alors, on en arrive à la dernière partie, le design à l'ère des intelligences simulées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça? Eh bien, je vais vous proposer 5 axes de travail qui permettent de faire d'autres choses que de l'imitation. Alors, la première, c'est, malgré tout, on va quand même être relié, à savoir que certes, ces machines sont très puissantes pour imiter, eh ben, on peut s'en servir dans ce sens-là, mais de façon, on pourrait dire, presque ironique, pour mettre en évidence de l'automatisation qui est déjà là, de la standardisation qui est déjà là sans ces programmes du deep learning. Quelques exemples, ça va être plus concret pour vous, j'espère. Ici, un exemple de 2020 où, du coup, un éditeur a créé un manga dans le style de Osamu Tezuka, donc c'est le mangaka japonais fameux, c'est le RG japonais, si vous ne le connaissez pas. Et donc, un programme avec du deep learning a créé un nouveau manga de Tezuka à la façon 2. Mais donc, ça ne peut marcher que parce que, du coup, on a déjà des centaines et des centaines d'images, des milliers même de pages de Tezuka qui se ressemblent. Et donc, ce serait beaucoup plus dur d'inventer un nouvel artiste aussi différent que Tezuka. Par contre, c'est très simple d'imiter quelque chose dont on a déjà des milliers de pages. Donc, ça met en évidence également ce qu'on pourrait appeler des tropes, donc des stéréotypes artistiques et stylistiques. Même chose dans la mode. Ici, un travail de l'artiste Roby Barat qui a créé une nouvelle collection Balenciaga en 2018. Mais finalement, ce que ça met en évidence, c'est que la mode est déjà automatisée avant l'usage de technologies du deep learning. Donc, une sorte de renouvellement factice du monde que le deep learning peut mettre en évidence. Ici, un autre exemple dans les dessins animés. Je vous montre ça, je vais couper le son. Voilà, chez Disney, vous connaissez tous ces dessins animés. Bon, chez Disney, voilà, si on regarde ça de plus près, il y a déjà beaucoup de choses récurrentes et qui sont imitées. Donc des séquences qu'on va retrouver d'un film à l'autre. Pardon. Voilà, ici quelques exemples. Et donc finalement, que du coup, ça permet de montrer que le réemploi et la copie, évidemment, ne sont pas apparus avec le deep learning, ça existait déjà auparavant. Donc finalement, on peut aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là, qui existait déjà avant. Alors, on peut jouer de ça de façon ironique et plaider l'originalité. Ici, un exemple que j'apprécie beaucoup de l'artiste Philippe Schmitt, Camera Restricta de 2015, un appareil photo qui vous empêche de prendre une photo qui a déjà été prise. Donc, comment ça marche? Il va repérer des coordonnées GPS. Et si quelqu'un a déjà pris le même angle et le même type de photo, donc imaginons que vous voulez prendre en photo la Tour Eiffel, qui a déjà été prise des milliers, voire des millions de fois, l'appareil photo va vous dire « Nine, no, vous ne pouvez pas prendre la photo parce qu'il existe déjà trop de photos similaires du même type et il va falloir que vous trouviez un autre angle, un autre cadrage pour pouvoir débloquer la prise de vue. » Donc ça, c'est le premier axe, de mettre en évidence des stéréotypes stylistiques. Deuxième axe, générer des formes hybrides, voire chimériques. J'accélère un petit peu. Un axe mis en évidence par Nicolas Nova, mon collègue à la Haute École d'Art et Design de Genève, dans un article paru récemment dans Back Office, mais je vais avancer vers des exemples. Ici, donc, je vous en parlais, des technologies pour mettre en évidence des structures soi-disant plus résistantes que celles conçues par des humains. Donc ici, des pièces d'ingénierie. Mais on peut se demander, est-ce vraiment formé? Quelle est la pertinence sociale de ces formes-là, créées sans intervention humaine? Donc l'article en anglais parle de alien style, de style étranger de ces formes-là. Également dans le champ de l'art, pourquoi ça ne s'affiche pas ici? Je vais l'ouvrir d'un nouvel onglet. Donc une œuvre de Nicolas Maigret, artiste Predictive Artbot,
qui du coup prend tous les concepts clés à la mode dans le champ de l'art et va générer des pitchs d'œuvres d'art basés là-dessus. Donc par exemple, un rituel à propos de la dimension invisible des big data, un sextoy contrôlé par la dernière chose à la mode, ou une religion basée sur l'obsolescence programmée, une apocalypse alternative au machine learning. Donc on voit que ça génère des sortes d'œuvres d'art chimériques ou des pitchs d'œuvres d'art chimériques de façon très drôle. Miro Klingman, un artiste, propose dans ce travail de 2016 X degrés de séparation, de prendre deux productions, ici donc une sculpture et un gobelet, une espèce de ramequin, et donc de trouver des œuvres d'art qui permettent de faire le lien entre les deux. Donc ça va générer par reconnaissance formelle des sortes de timelines fictives qui permettent d'interroger du coup des connexions visuelles entre des époques vraiment très éloignées. Et qui font du coup pas vraiment sens pour l'historien, mais qui permettent d'interroger des rapprochements entre des images. Ici, un exemple que j'apprécie beaucoup de Simone Rebodengo et Sami Niemela, Made in Machinae, qui propose d'hybrider le design nordique type Ikea avec la production sérielle en Asie. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre dans des bases de données des exemples canoniques donc de chaises ou d'étagères en bois et les hybrider avec le site web Alibaba, qui est le Amazon chinois dans lequel vous pouvez acheter beaucoup de choses, et notamment des pièces détachées électroniques. Et donc ça donne des choses assez marrantes comme un vase en céramique qui devient un contrôleur pour console de jeu, ou un chandelier pour téléphone. Et donc ces créations automatisées vont après être mises en vente et, automatiquement sur un site. Donc ça crée des objets chimériques entre deux cultures éloignées, ce qui me semble déjà plus intéressant que l'imitation de peinture classique. Autre exemple ici, qui interroge la reconnaissance vocale, un exemple du pseudo Moniker que je ne vais pas développer. Par manque de temps, déjà je suis à 42 minutes, là je vois mon compteur temporel, donc je peux accélérer. Troisième axe, explorer les failles et incohérences des technologies. On nous promet que ces technologies sont sûres, qu'elles sont performantes, sans biais, ce qui n'est pas du tout le cas. L'art et le design peuvent permettre de mettre en évidence des dissonances dans ces ensembles technologiques. Donc ici par exemple un travail qui interroge le classement des images, des objets, donc une étagère avec des cases qui ressemblent à ces systèmes de classement algorithmique et qui mettent en évidence des classements qui ne sont pas des classements humains et la difficulté de l'esprit humain à comprendre ces systèmes de boîtes noires, ces algorithmes qu'on ne comprend pas. Je vous rappelle, les règles du deep learning sont énoncées par les machines et non pas par les agents humains. Ce qui intéresse l'humain, c'est uniquement le résultat et non pas la façon d'y arriver. Donc si votre voiture autonome se crache et que vous êtes mort, on ne pourra vraisemblablement pas savoir exactement comment vous êtes mort. Ce qui pose de gros problèmes légaux, mais ça ne fait pas partie de mon propos d'aujourd'hui. Donc ce que disent les deux personnes à l'origine de cette installation, c'est qu'avec ces intelligences, on risque de développer des technologies d'une telle complexité que notre capacité à les utiliser ou à les former, un shape, pour servir le bien commun sera sévèrement ou très fortement limitée. Ici, un travail fascinant d'anatomie d'une enceinte connectée Amazon Echo. Donc ici, les deux chercheuses Kate Crawford et Vladan Joler proposent une anatomie de cette enceinte depuis les minerais jusqu'aux algorithmes. Donc ne pas oublier surtout la dimension matérielle de ces objets qui du coup sont pas du tout immatériels et qui engendrent de fortes pollutions. Donc tous les biais, ici on voit les réseaux de neurones qu'on a vu ici, mais ça c'est uniquement un ensemble de ce qui permet à ces enceintes de fonctionner. Lauren McCarthy, ça je vais ouvrir dans un nouvel onglet, un travail je trouve très intéressant, qui du coup propose, dans le lien pas bon, donc je vais vous l'expliquer, tant pis, qui propose de faire jouer des êtres humains à la façon d'Alexa pour du coup mettre en évidence la mécanisation de l'humain, à savoir qu'on va se mettre nous-mêmes à parler comme des machines à force et se comporter comme des machines à force d'en fréquenter. Autre travail ici d'une artiste, Elisa Gerdina Papa, qui met en évidence
La difficulté et les limites de classement des émotions, peut-être que vous avez entendu parler de ce type d'algorithme qui vise à reconnaître si on est joyeux, en colère ou autre. Spoiler, ça ne marche pas du tout, et ça reproduit ce qu'on appelle la phrénologie, qui était une science du début du 19e, qui visait à classer les gens suivant les visages, suivant leurs émotions, avec tous les biais de discrimination, et notamment racistes, que cela engendre. Ici, l'artiste, du coup, interroge ces algorithmes sous forme d'installation. J'ai malheureusement pas le temps de développer. Si je veux pas trop être en retard, ici, voilà un tweet d'une personne racisée qui se plaignait de discrimination parce que son visage n'était pas reconnu pour faire un passeport, parce que tout simplement l'algorithme n'avait pas été entraîné sur des visages noirs, non blancs. Et donc c'est ce que met en évidence, voilà, plusieurs travaux artistiques mettent ces biais de discrimination en évidence. Par exemple ici un travail de Martha Revelta, une ancienne étudiante de la ETH Genève, avec une installation sur la reconnaissance faciale qui permet de vous assigner un score de dangerosité. Et donc si vous avez un score trop élevé, peut-être que vous ne pourrez pas prendre l'avion, par exemple. Pour information, le directeur de mon école a eu un score élevé à cet algorithme. Voilà, on peut du coup interroger évidemment leur pertinence et leur légitimité. Ça peut être détourné à des fins ironiques. Ici, il y a un travail sur un passeport allemand qui a été validé alors que la photographie résulte de l'addition de 2 visages par un programme de deep learning. Donc on peut duper du coup les procédures administratives avec ces programmes-là. Il me reste 2 axes, hein, j'avance encore dans mon exploration des possibilités créatives. On peut également dépasser l'opposition humain-machine, qui me semble finalement assez stérile comme conception du monde. Ici, un travail de l'artiste Raphaël Bastide de 2016 qui s'appelle Twins, une performance dans laquelle l'artiste s'est enfermé dans une galerie et a élaboré des programmes semi-autonomes qui du coup l'ont fait s'interroger sur son existence d'artiste humain. Et du coup, il en est venu à interroger ses propres pratiques avec des algorithmes, des sortes de doubles de lui-même qu'il a codés, et à se mettre à travailler avec eux sous forme de performance. Également la vision humaine, ça il y a plusieurs travaux là-dessus, hein, c'est un champ en émergence. Ici une exposition en 2019 dirigée par l'artiste James Friedel, qui interroge du coup ce qu'on appelle la vision machinique, la computer vision. Qu'est-ce que voit une voiture autonome? Qu'est-ce que voit un drone? Donc c'est aussi une question intéressante à traiter. Je vais passer sur cet exemple, je manque de temps. Et également, des artistes font des performances avec ça. Ici, une performance de mon collègue Simon Sen, un travail de 2019 dans lequel l'artiste a loué un corps numérique, un avatar virtuel, et il a projeté son propre corps dans cet algorithme, et ça a fait l'objet d'une performance qui a été montrée dans plusieurs pays. C'est un travail qu'il va poursuivre l'année prochaine avec un double... il a fait coder, à partir de tous ces emails et de ces textes, une sorte d'agent conversationnel, un bot, avec lequel il va du coup converser sur scène sous forme de performance. Et enfin, du coup, dernier axe, qui me semble être peut-être le plus porteur, le moins répandu également, d'allier traduction et transcodage, parce qu'on a vu que du coup les machines du deep learning sont très fortes pour imiter, mais qu'est-ce qui se passerait si on utilisait pour de la traduction? Mais non pas la traduction du français-anglais, mais la traduction à un level bien supérieur. Ici, donc, je me base sur des écrits du théoricien des médias Wilhelm Flusser, ici un texte de 1973, je vais vous lire la citation et la commenter juste après. « Si je ne peux pas traduire, je ne peux pas comparer. Il est très facile de traduire un traité de chimie de l'anglais en français, mais traduire un poème de Li Tai-po en français est presque impossible. Traduire Mozart en architecture est un grand problème. Peut-être, lorsque la science des codes aura fait des progrès plus grands, on pourra faire des familles de codes. Peut-être trouvera-t-on des codes qui peuvent être traduits et d'autres qui ne le peuvent pas. Si on fait un tel catalogue, on comprendra beaucoup de choses sur la situation humaine. C'est une théorie pour les temps nouveaux, c'est un champ d'engagement très grand, parce qu'il ne s'agit pas seulement de traduire de l'anglais en français. Il s'agit par exemple de traduire Marx en Freud, ou Freud en catholicisme, ou le catholicisme en néopositivisme.
C'est là le vrai jeu. Vous voyez où nous allons si nous commençons à penser en termes de code, nous allons vraiment vers une autre culture. Un texte vraiment fascinant, un texte inédit hein, que j'ai exhumé qui date de 1973, vous ne pouvez malheureusement pas l'acheter dans le commerce. Mais voilà, ce que pose Flusser, c'est qu'est-ce qui se passerait si des machines se mettaient à traduire des choses de façon beaucoup plus ouverte que ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, me semble-t-il qu'on a des possibilités très grandes pour le deep learning, bien plus grandes que l'imitation. Traduire Mozart en architecture, par exemple, ça me semble être un axe assez fascinant. Donc j'ai trouvé quelques exemples qui pourraient se rapprocher de cela. Ici, un travail de l'artiste Grigory Chatonsky et Carmel Allison. Du coup, c'est des poèmes générés par des machines qui ont donné lieu eux-mêmes à des images générées. Donc on a ici un jeu de traduction, me semble-t-il, intéressant entre du coup images et texte. Un autre exemple ici, je crois qu'il est exposé en ce moment à Amiens, dans la galerie de l'école, que Alexia Mathieu présentera dans son intervention. Thinking Machine, qui était un workshop en Master Media Design à la aide, qui du coup visait à créer des contes, donc des récits narratifs illustrés. Et donc pour arriver à cela, les étudiants et étudiantes ont utilisé non pas seulement du deep learning, mais un ensemble d'IA qui ne sont pas seulement du deep learning. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous montre ici une timeline élaborée par 3 chercheurs qui du coup montrent plusieurs technologies et plusieurs types d'IA. Et on voit que le deep learning apparaît notamment dans les années 2000. Mais du coup, il y a bien d'autres choses. Et donc, on pourrait hybrider plusieurs époques de l'IA pour faire des œuvres d'art ou des créations plus intéressantes. Conclusion, je suis un petit peu en retard, je suis à 50 minutes. Quelle pédagogie pour les intelligences simulées? Comme j'interviens dans une école d'art et design, ce sera ma conclusion et ça fait partie des choses qui m'intéressent à explorer pour le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire en cours de ces choses-là? Me semble-t-il, on est quand même, je voudrais quand même tirer un peu la sonnette d'alarme, on est dans un déni par rapport à ça. Il y a très peu de choses, et donc je salue l'école d'Amiens et Simon de prendre ça à bras-le-corps, mais à vrai dire, c'est très peu abordé dans les cursus en design. Il y a un déni, parce qu'on reste dans l'idée d'un remplacement, et j'ai essayé de montrer dans mes slides, dans mes exemples, qu'il y a bien d'autres choses possibles qui allaient de pair avec ces technologies. Et les IA, donc ces intelligences simulées, représentent, j'espère vous l'avoir montré, un potentiel de changement comparable, voire supérieur à la publication assistée par ordinateur et à la conception assistée par ordinateur. Donc c'est ce que vous connaissez avec notamment Adobe, InDesign, Photoshop, sont des logiciels de PAO qui sont enseignés depuis des années, qui ont totalement bouleversé les champs du design et notamment du design graphique. Ça c'est incontestable. Et à l'époque, il y avait beaucoup de déni. Au début des années 1980, on disait oui, mais ça ne va pas remplacer les photocompositeurs, etc. Et pourtant, ces tâches-là ont été automatisées et remplacées par des machines. Mais d'autres compétences et d'autres professions se sont créées par rapport à ça. Donc, voilà, il y a des changements, mais il y a peu de déni sur la base de mes premiers constats. Très peu de formations en design intègrent ces enjeux et ces transformations potentielles. Donc là, il y a urgence pour que ces débats-là ne soient pas abandonnés à des ingénieurs ou développeurs. Donc là, je tire la sonnette d'alarme pour les enseignants, enseignantes qui pourraient m'écouter ou directeurs, directrices d'école, renforcer, il me semble qu'il y a urgence à renforcer les analyses critiques et la mise en application pratique de ces technologies. Et donc ce sera ma dernière slide, avec 10 minutes de retard, pardon Simon, à une époque où ces intelligences avec 2 L font partie de notre quotidien, comment les cursus en design, ou en quoi les cursus en design, et en art, même si les questions se posent un petit peu différemment pour l'art, pourrait-il ou devrait-il faire l'objet de reconfiguration? Quelles compétences ne sont plus pertinentes à enseigner? Par exemple, je pose une question provocante. Est-ce que ça a du sens de continuer à enseigner, je ne sais pas comment faire un logo ou une grille de mise en page si aujourd'hui on a déjà des programmes qui permettent de prendre ça en charge de façon optimale? On a pu se moquer, à juste titre, des générateurs de logos, mais je pense que quand le coût sera divisé par 100, 200 ou 2000 par rapport à ce que pourrait faire un designer ou une designeuse graphique, alors certes, le logo créé par la machine sera assez vite stéréotypé, mais pour beaucoup de clients, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas l'originalité, c'est malheureusement quelque chose d'efficace et de pas cher. Donc si on positionne
les cursus de design dans de l'exécution servile, bah, la machine le fera beaucoup mieux. Et donc, on peut se demander si de telles formations ont encore du sens aujourd'hui. Donc, quelles compétences ne sont plus pertinentes à enseigner et quelles sont celles qui devraient évoluer ou qui devraient être ajoutées. Peut-être que du coup, ces intelligences nous forcent à placer du coup des formations, par exemple sur l'analyse du contexte. Une machine peut reproduire ce qui fonctionne, mais elle fera très mal l'analyse d'un brief ou d'un contexte donné ou de discussion avec des acteurs et actrices. Également, elle va être très très peu performante pour inventer des nouveaux styles. Ça, on l'a vu auparavant. Donc, si on positionne, par exemple, des formations au design sur de l'invention stylistique et sur de la compréhension stratégique de commandes, bon, bah là, on a déjà deux pôles. Il y en aurait d'autres qui sont très durs à automatiser et qui, du coup, vont permettre à ces formations de résister à ces évolutions techniques. Donc, citation finale, puis je m'arrêterai là, de designer Ezio Manzini dans un texte de 1990, Artefact vers une nouvelle écologie de l'environnement artificiel. Donc, c'est un extrait. Il s'agit de penser la technique comme un système devant lequel il faut ne jamais baisser pavillon et savoir rester critique. Ça, c'est important, selon lui, mais aussi comme une gigantesque mine de ressources et de potentialités. C'est là qu'il faut puiser pour imaginer de nouvelles qualités. Ça, c'est vraiment important pour conclure. De nouvelles qualités à inventer, une gigantesque source de potentialité. Et donc, certes, on peut s'inquiéter de telle ou telle dérive, de la mécanisation, mais on peut surtout faire avec et inventer des nouvelles choses. Donc, je voulais finir sur cette phrase positive et vous remercier pour votre écoute. M'excuser pour le retard de 10 minutes. Et donc, j'attends vos réactions directes ou indirectes à ce que je viens de vous présenter. Je donne les crédits des slides. Ça a été conçu avec un logiciel libre qui s'appelle Reveal.js. Donc, je n'ai pas fait mes slides avec PowerPoint. Et j'ai utilisé deux polices de caractère, une très récente, créée par les designers Franck Adébier et Jérémy Landnon chez Future Fonts, et une police libre pour la deuxième, pour le texte courant, la IBM Plex Mono, en écho à l'histoire d'IBM et des IA. Merci pour votre attention.